Bonjour à tous, Michael Nicolaï, je suis actuellement le président de la commission État des lieux que j'anime avec Jérôme Delforche et bien sûr les membres qui participent régulièrement. On a un taux de participation assez intéressant, d'une dizaine de membres plus ou moins à chaque réunion, donc c'est assez positif. Et on peut échanger pas mal sur le thème de l'état des lieux au sens assez large, puisque je vous l'avais expliqué là il y a un an, on avait vraiment élargi la commission à tout type d'état des lieux, pas tellement état des lieux d'entrée et de sortie locative, mais également état des lieux avant travaux en matière d'usufruit notamment. Alors, aujourd'hui, on va parler évidemment de l'IA. C'est un peu un thème redondant qui devient presque lassant dans certains cas, puisqu'on en entend parler à toutes les sauces. Et je vais tenter de vous présenter quelques exemples d'usage de l'IA et de voir où on va, les dérives qui arrivent et la position de l'expert, évidemment, du géomètre expert par rapport à tout ça. Donc, je rappelle évidemment ici, dans le cadre des états des lieux, le métier de l'expert, c'est de donner de la certitude dans un monde plein d'interprétations lorsqu'on fait nos états des lieux de sortie, d'entrée, etc. Nous travaillons, comme vous pouvez le lire, avec du concret, des éléments visibles, des éléments factuels, du mesurable. Et malgré tout, on a l'IA qui rentre en jeu. Elle entre en jeu dans différentes partie de notre métier. Je trouve personnellement qu'elle n'a pas encore fort évolué en un an. Je m'attendais à ce qu'elle évolue plus. Je peux donner un exemple, par exemple, sur la rédaction. Nous, la grosse majorité des experts travaillent encore au dictaphone. On travaille pour pouvoir convertir cette dictée immédiatement en un document, par exemple Word, qui serait déjà en page, déjà avec les photos. On utilise on fait des prompts, on fait l'usage de certaines IA qui sont assez efficaces là-dedans, mais on n'arrive pas encore aujourd'hui à pouvoir sortir d'une dictée qui est faite sur place, la transférer dans une IA et avoir un document Word qui soit prêt à être quasi utilisé si ce n'est une relecture. Donc on peut avoir, quand on fait une dictée, une transcription plus ou moins juste, un peu brute de ce qui se fait. Après, il faut travailler avec toutes sortes de logiciels pour essayer d'avoir une mise en page qui tienne un peu la route et apprendre à l'IA à détecter qu'une plainte sur le pourtour d'une pièce et une plainte d'un locataire ne sont pas la même chose. Et qu'il y a lieu donc de différencier. Mais une fois qu'on va avancer là-dedans et qu'on aura résolu ces blocages un peu techniques, euh, on va vraiment, je pense, gagner du temps où on va mettre l'expert au cœur de son métier, c'est-à-dire le constat, l'appréciation de ce qui est euh, sur les lieux in situ. On occupe également un rôle très important dans les relations locatives et on va le voir plus loin aussi. Je pense que notre métier va également évoluer sur la notion de preuve où on va être le garant de certaines preuves d'éléments factuels puisque nous ne pourrons plus nous baser sur simplement le visuel, la photo qui est de plus en plus transformable. Notre but, lorsqu'on fait des états des lieux, c'est de donner des positions claires à chacun pour anticiper les litiges, pour éviter les litiges. Et on a une commission qui est là pourquoi? La commission balaye toute une série d'étapes dans lesquelles les experts qui pratiquent l'état des lieux sont confrontés. Ça va simplement de la forme de la convocation des parties, les obligations, les ordres de mission, les, quelle est la valeur de nos constats, de nos actes. On peut voir aussi, et on l'a déjà vu au travers de certaines lacunes dans les ordres de mission, que des lacunes d'ordre de mission entraînent des annulations de tous les actes posés par l'expert, notamment dans les non-conformités au code économique. Dans les commissions, on discute fréquemment également des conditions de nos interventions. Ça peut aller sur le délai pour faire des observations des parties, le délai normal pour rendre un état des lieux de sortie ou d'entrée aux parties. Ça peut être toutes sortes de questions, même d'agressivité parfois, auxquelles l'expert est confronté et la position qu'il doit tenir. Euh, donc, dans ces attitudes de l'expert adoptées sont souvent discutées en commission, peuvent rassurer également les membres qui y participent.
Alors après, on a évidemment des discussions sur les prix unitaires, on a des discussions sur les cas vécus, sur l'évolution de la jurisprudence, et là encore, on est souvent confronté à des lectures de jugements qui peuvent nous paraître parfois un peu surprenants, voire incompréhensifs, et on débat là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, on est entré à un nouveau thème de discussion qui est l'amortissement en définition. La région wallonne a sorti en 2024 un tableau d'amortissement qui est fort critiqué et critiquable. On a très difficile au sein de la commission à trouver un équilibre pour pouvoir sortir des amortissements en disant tiens, telle peinture dans telle pièce, c'est tel degré d'amortissement, telle durée de vie, etc. Parce que chacun rencontre des cas très variés et c'est compliqué de donner une ligne de conduite générale par rapport à ça. On y travaille et pour faire déjà la jonction avec l'IA, j'ai moi personnellement déjà soumis à l'IA de me sortir des tableaux de grilles d'amortissement pour pouvoir commencer à travailler là-dessus. Et je pense que c'est important que nos commissions d'état des lieux s'y mettent parce que c'est nous qui allons donner l'input des éléments à prendre en considération dans les amortissements des décors, des peintures, des vitrifications, etc. Alors l'IA, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, l'IA transforme notre métier, ça c'est une certitude, et on va devenir d'autres experts, des experts augmentés, point d'interrogation. Alors, voyons un petit peu les différents cas de figure. Le cœur du métier, on est là pour apporter de la rigueur, de la cohérence et du discernement dans un maximum de cas de figure. Et on doit trancher dans beaucoup de cas. Alors, est-ce que l'IA va remplacer l'expert? Je n'y crois absolument pas. C'est une vision assez simpliste que certains ont peut-être eu il y a quelques années, de croire que tout allait s'arrêter. Je rappelle que l'IA interprète des données et pas des situations humaines. Elle voit ça, chaque élément qu'on donne à l'IA, elle voit ça comme quelque chose de concret. Elle ne l'interprète pas. Elle prend chaque chose comme étant quelque chose de factuel. Nous devons interpréter. C'est là toute la différence par rapport à l'IA. Alors, est-ce qu'elle est neutre? Je ne sais pas si vous avez, certainement que vous avez tous déjà utilisé l'IA. Elle n'est pour moi pas neutre, puisqu'elle dépend fortement du prompt que vous allez injecter dans l'IA et des éléments que vous allez donner. Et donc, vous pouvez aisément orienter l'IA, faire une réponse ou une autre. Donc, pour moi, la neutralité, c'est celui qui fait le prompt qui la donne. En fait, l'IA va s'adapter aussi à l'interlocuteur qu'elle va avoir en face de lui. Donc, ça veut dire que si vous posez une seule question sur un sujet, vous aurez une réponse vraiment banale et pas approfondie. Et donc, il est vraiment important de pouvoir poser plusieurs questions sur le même sujet et vraiment approfondir ce sujet avec l'IA parce que sinon, vous allez avoir des réponses qui sont ou fausses ou qui ne sont pas assez poussées, en tout cas, pour avoir une bonne idée du sujet. Et de toute façon, ça va jamais être quelque chose qui vous permettra d'apprendre sur un sujet. Ça peut vous conforter dans votre idée, ça peut vous donner plus d'informations, mais si vous n'avez pas les connaissances de base, ça ne sert à rien de penser que l'IA pourra vous former dans une discipline. Et elle va même vous induire souvent en erreur parce que les résultats, on va le voir plus loin, sont assez aléatoires. Je vais vous présenter quelques cas pratiques parce que ce sera vraiment plus exemplatif sur l'usage de l'IA. Moi, je considère l'IA comme un second cerveau, comme un outil pour faire de la recherche dans un texte, pour neutraliser parfois certaines émotions quand on est agacé de lire certaines choses, de nous orienter dans des avis techniques, mais surtout pas, il ne faut pas que l'IA tranche à notre place des situations de cas vécus. Donc, je vais par exemple vous donner un exemple sur une analyse de propreté. Lorsqu'on est dans un état des lieux, il devient extrêmement simple de mettre un rapport d'état des lieux dans l'IA et de lui demander quel était l'état de propreté à l'entrée ou pointe-moi tous les défauts de propreté. Et ça, ce qui nous permet d'avoir rapidement, quand on est en sortie locative, une liste des imperfections que nous avions. Ça permet aussi de placer aussi pour nous
notre curseur dans ce que nous devrons apprécier sur place en sortie locative. Est-ce qu'on impute à 100%, partiellement ou autre? Donc ça permet de synthétiser rapidement ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, je pense qu'une première orientation qui va pouvoir nous aider, c'est de plus en plus quand on préparera un dossier de sortie locative, c'est d'avoir un pré-mâchage par l'IA, une prélecture par l'IA du document, qui va pouvoir déjà nous orienter. Tiens, sur base de ce que je lis, voici des imperfections de nettoyage, voici de quelle nature, mais vous pouvez très bien dire aussi, tenant compte de ce que j'ai lu, je peux déjà vous dire que le degré d'amortissement approximatif va être, par exemple, de 60%, parce qu'il y a eu 3 ans d'occupation, parce qu'il y a eu déjà 3 ans ou 2 ans d'occupation avant, et elle pourra déjà vous indiquer des orientations d'appréciation sur l'usure à prendre en compte. Je sors ici à l'écran quelques exemples, donc vous l'avez vu, ici je le synthétise sur des pièces, où je peux aller plus en détail pour avoir je ne sais pas si vous voyez tous, mais un compte rendu sur dans quelle zone chaque fois j'ai une remarque, et j'ai chaque fois un lien qui permet d'aller pointer dans mon texte là où j'ai un problème. Donc, juste pour préciser, c'est bien un texte qui a été introduit et pas des photos. Oui, donc c'est un texte, un rapport d'état des lieux qui a été introduit. Je ne sais pas où on me l'a mis ici dans le. Ouais, voilà. Ici, un rapport à nous, on le met. Vous connaissez les rapports. S'il te plaît. Donc, C'est un document Word ou un PDF? on peut prendre les deux, hein. De toute façon, on met ce qu'on veut. Et on met un rapport d'état des lieux, Brutos, qui fait 39 pages, mais il y a aussi beaucoup de photos à la fin. Et l'IA peut déjà faire toute une recherche sur les éléments pour nous guider. Et on reprend alors à ce moment-là, à chaque fois, les zones sur lesquelles on peut aller. Ce qui donne un résumé global, le nettoyage global, les imperfections, les zones les plus concernées, et il pourrait même faire une préestimation ici. Voici, de ce que j'ai vu dans le rapport, il y a 4 heures de nettoyage initialement qui étaient encore à faire. C'est une donnée, c'est une info. Ah, oui, mais alors, après, à vous de définir, de dire, tiens, pour un châssis de fenêtre, c'est une demi-heure, vous pouvez éduquer vos IA comme vous le présentez. Mais lui nous donne, il nous donne une indication. Mais de nouveau, ce n'est pas l'IA qui fait votre boulot, c'est vous qui faites votre boulot. C'est l'estimation qui a été faite dans l'expérience. Il y a encore 4 heures à faire pour que ce soit mieux. Exactement. Non, c'est pas l'estimation de ce qu'elle voit maintenant. Elle se dit, tiens, voilà, de ce que je lis du rapport, il y avait déjà encore au moins 4 heures de nettoyage à faire. Mais c'est pour faire la balance. Si tu arrives en sortie, que tu as 8 heures de nettoyage, tu peux te dire, OK, il y avait 4 heures à l'entrée, je fais. La question est simple. Est-ce que c'est l'IA qui a décidé qu'il y avait 4 heures ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais dit dans ton rapport? Non. C'est l'IA qui donne une appréciation. Alors, elle peut aller chercher sur toutes sortes de sites, toutes sortes d'informations. Vous pourriez très bien, et on en avait discuté avec Simon, dire, ah oui, mais quelles étaient les circonstances lorsque j'ai fait mon entrée locative le 18 janvier 2023? Est-ce que j'étais dans un climat, une ambiance sombre, pluvieuse, neigeuse? Et donc, vous pouvez très bien dire quelles étaient les circonstances de mon examen à Gré-d'Oisseau le 18 janvier à 17h lors de mon état des lieux. Et on a effectivement une explication, on dit voilà, il y avait une température de haut temps, un ciel très nuageux, etc. etc. C'est résumé sur les 10 premières lignes de ton rapport. Tu n'as pas besoin d'aller consommer une demi-piscine pour savoir la météo du jour où tu as été. Alors, oui, si tu fais que des états des lieux avec ton propre rapport. Donc, je dis simplement que c'est un outil qui nous permet, le but, je pense, ça va être de plus en plus d'avoir une première lecture, une première orientation pour nous présenter la situation. Parce que si vous ne le faites pas, vous, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et vous devrez argumenter par rapport à ce qu'on vous dira.
Simon, je vais prendre le contre-argument. Imagine maintenant, tu reçois 250 photos. Parce qu'il y a beaucoup d'états des lieux maintenant qui sont faits par des pseudo-experts. Non, mais tu pourrais très bien balancer les photos et voir quelle appréciation il en ressort. Je dis pas que tu pourras te baser que là-dessus, mais déjà faire un premier passer ça en revue pour un peu avoir une idée de dans quel état est tel appartement. Ça peut être aussi une solution plutôt que de regarder tes photos. Par rapport au bac, Voilà. c'est obligataire, tout le monde va laisser obligataire. Alors, on va pas rentrer dans trop de détails. Ici, je donne un autre cas de figure. Je prends une photo sur place et j'ai brûlure, coup sur un lavabo. Première orientation également de dire, je suis sur un meuble de 120 sur 60, gamme de prix. J'ai immédiatement sur place, en sortie locative, différentes orientations. Sur la nature, en fonction que ce soit de l'acrylique, en fonction que ce soit de telle fourniture. Et ça permet, de nouveau, ça ne vous permettra pas de dire j'ai un prix, c'est celui-là, mais ça vous donnera des indications pour dire ah, moi sur place, je sais que je suis plus dans telle catégorie et je sais orienter, en tout cas, si vous devez trouver une conciliation sur place, vous avez en tout cas des valeurs et des premières sources pour pouvoir vous dire je suis dans un budget à 1800 ou je suis dans un budget à 600 ou 1000 euros. Et ça vous permet d'avoir des éléments. Parce que, soyons clairs, quand vous ne l'aviez pas, si vous deviez avancier sur place, soit vous faisiez un boulot à aller chercher manuellement sur le site de fac ou de X2O ou autre et pour essayer de trouver des valeurs, que vous essayez de voir, vous avez un résumé qui, je pense, est quand même beaucoup plus détaillé, complet, en 10 secondes, pour pouvoir vous aider à prendre position, moins-value, dépréciation, remplacement, tout ce que vous voulez. Ça, c'est votre boulot. Mais en tout cas, vous avez un éclairage. Et ça, c'est un exemple concret de ce que nous, en tout cas, nous utilisons déjà au quotidien dans nos sorties. Ça peut être une grille d'un frigo, on clique la référence du frigo, on aura une indication. Aujourd'hui, c'est un outil qui nous permet d'avancer. Une chose est sûre, c'est les prix sur TMU, il n'y a pas besoin de les chercher parce que les locataires les cherchent tout le temps. Alors, on a un autre cas de figure où on peut être confronté, c'est les avis Google. On a un métier où c'est pas toujours évident d'embarquer la joie et la bonne humeur de tout le monde. Hein? Alors, on a soit, et c'est souvent évidemment le locataire qui s'en plaint, mais le propriétaire est là aussi pour s'en plaindre. Hein, quand il a l'obsession du centime, on doit jouer avec ça. Oui, alors nous, on est en payant, on est en team depuis longtemps parce que ça nous permet aussi d'avoir des agents spéciaux qui permettent de faire des recherches. Ce qui est intéressant, c'est toujours demander les sources. Et ça fait partie aussi de l'éducation qu'on doit avoir quand on utilise l'IA, c'est de chercher la... Oui. Et Dans la même perspective, parce que si l'objectif c'est bien quand même aider à la décision, de rester nous en tant que expert, est-ce qu'il ne serait pas utile d'avoir un modèle ChatGPT pour le GEP avec une standardisation et qui permettrait aussi de mutualiser une série d'informations, puisque plus d'informations sont données à l'apprentissage, plus le taux de réponse sera cohérent et de nouveau sera linéaire entre expertise et différentes situations actuelles qu'on peut rencontrer. alors, c'est une piste de réflexion qu'on a avec Jérôme, notamment avec les prix unitaires, puisque là aussi, on est en train de se dire, on a un tableau de prix unitaire qu'on peut actualiser, etc. Mais il pourrait y avoir un travail de fond sur un espace dédié
pour ce genre de pratique-là. Mais effectivement, et comme on l'a dit, c'est le prompt qui va et l'éducation qu'on va donner à l'IA qui va affiner le résultat. Et on travaille tous chacun avec des idées. Peut-être qu'à un moment donné, en mutualisant dans certaines commissions, peut-être par rapport aux évaluations, par rapport aux états des lieux, par rapport au prix unitaire, on pourrait développer quelque chose là-dedans. Alors, il y a plusieurs IA aussi qui existent, et il y a de plus en plus d'IA spécialisées même dans certains secteurs. Mais c'est une très bonne piste en tout cas. Qualité de la question. Si c'est la même origine qui pose la question, chaque fois, il y a un acquis, comme on disait, ça a l'intérêt. Et donc, effectivement, chacun peut avoir sa sensibilité, sa manière de voir les choses. Et donc, deux mêmes IA, interrogées par deux individus différents, pourraient donner des réponses qui s'écartent de plus en plus. Et donc, l'idée, effectivement, est de dire, ça serait bien d'avoir on éduque collectivement en fonction, par exemple, des données qui seraient injectées indirectement par les questions posées par la commission, parce que ça ne serait pas une solution pour avoir justement une IA beaucoup plus intelligente et une vision comme nous, on essaye de la colporter depuis longtemps. Ça fait partie je vais y arriver dans les conclusions, dans l'objet de la commission. C'est d'avoir une donnée brute et factuelle, et c'est le prompt qui interprète directement. Donc c'est ça qui fait qu'on peut éviter d'avoir une différence entre deux questions posées par deux personnes différentes qui ont plus ou moins le même but, mais chacun va avoir sa subjectivité. Si tout est intégré dans le prompt, en réalité, il n'y a plus de différence. C'est la machine elle-même qui interprète de manière purement factuelle et qui arrive à produire des éléments. C'est dans la programmation du prompt qu'il faut demander qu'il ne soit pas tenu compte de ça ou de l'orientation, mais uniquement des éléments, effectivement. Donnons un autre exemple sur des réponses Google où ici, par exemple, on avait un internaute qui avait un avis très négatif parce qu'on n'avait pas accepté de travailler pour lui. Donc, il nous a demandé de faire une mission dans le Hainaut. On a dit, nous n'intervenons pas. Et il nous a fait une réponse, un avis que ce n'était pas professionnel ni commercialement intelligent de refuser de travailler pour lui. Oui, oui, mais bon. Bon. Et donc là, pareil, à un moment donné, moi, j'aime de plus en plus prendre l'IA pour dire, voici l'avis, fais-moi la réponse. Il connaît mon bureau. Il lui apporte une réponse. Je lui dis s'il faut que ce soit cinglant ou... oh, si. Quand on a des emmerdeurs, moi, j'hésite pas. Et donc, l'IA nous facilite et nous fait plus perdre de temps avec je pense que là, c'est une erreur parce que euh, oui, mais il faut pas oublier que, comme on l'a dit, l'IA maintenant recommande et ben, commercialement, vous pouvez vous poser la question à l'IA que pensez-vous de tel ou tel bureau? Ben, elle aura déjà un avis et ces avis, elle va les prendre aussi sur des avis Google et autres. Donc, il faut à un moment donné, il y a une attitude aussi de dire de préserver l'image, que ce soit du géomètre, que ce soit de votre bureau et laisser les choses sans réponse et des avis comme ça, je pense que c'est préjudiciable. On a ici un autre avis, locataire à éviter, agence au compte, bah, classique, hein, qui travaille pour le compte du propriétaire. En plus de tout est facturé le double du prix réel des sites officiels, donc de TMU et autres. Après 5 ans, le bien doit être dans le même état qu'à l'entrée, aucune prise en compte, un petit accro vous coûte un mur complet, machin, etc. Bah, voilà. Et l'IA, ben, on lui donne l'avis, l'entrée, la sortie, on lui donne et elle lui pond directement une réponse sur une réponse factuelle de chaque chose, du pourquoi, du comment, etc. Et donc,
droit de contestation, parce que dans les conditions générales, il y a un droit de contestation, un droit de réaction, etc. Donc tout ça est réexpliqué et publié, et donc l'internaute peut se faire un avis sur la qualité de la réponse. Bien sûr, bien sûr. Donc elle est instruite, elle est instruite de tout ça, et elle sait qu'elle doit prendre en compte ce genre de choses-là. Euh, et ce qui est curieux, ce que j'observe en tout cas, c'est que au plus on répond de manière très claire, très factuelle, point par point, etc., et curieusement, les internautes ont tendance à retirer leur avis. Donc, il faut savoir que quand ils mettent un avis négatif, on peut y répondre, mais c'est fini. Il n'y a pas un jeu de et je réponds à répondre et de contre-argumentation. C'est un avis, une réponse. Et évidemment, vu que c'est nous qui avons la main sur la réponse lui déplaît souvent. Et elle ne sait rien faire d'autre que dire je vais retirer mon avis parce que je suis un peu le bec dans l'eau par rapport à ça. Parce que ça reste également lié chez elle. Et on peut, si on veut être un peu coquin, je vais dire, c'est mettre un lien en disant voici le lien où les photos de vos dégâts sont visibles. Et donc tous les internautes peuvent aller cliquer et voir les photos des dégâts et des saloperies qu'il a laissées. Évidemment, il se dit ouf. Et une fois sur deux, il va retirer son avis. C'est ce qu'on voulait. Euh, non, des photos ne sont pas, il n'y a pas de tête de personne, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Et dans mes conditions générales, je précise que les photos peuvent être utilisées pour illustrer les activités du bureau. Et c'est signé dans l'ordre de mission. Donc, voilà. On anticipe un peu, hein. Euh, alors, pardon. Ici, on va rentrer sur quelque chose d'un peu plus technique. C'est un cas de figure qui nous a été soumis en commission où un de nos confrères dit, voici, j'ai un problème de parquet, qu'est-ce que je dois en penser? Alors, on peut en débattre entre nous, mais on peut aussi mettre dans l'agent technique, puisque par exemple j'ai un agent à qui je lui ai donné l'insufflation de toutes les NIT du CSTC, etc., et qui peut aller faire des recherches et analyser par rapport au CSTC des pathologies, des cas de figure et autres. Et donc, on donne dans l'IA différentes photos de dégradation d'un parquet. Il fait la première lecture, interprétation de ce qu'il voit. Il donne une première liste sur des causes possibles, des explications, des défauts d'encollage, de mauvais entretien et des différentes possibilités techniques sur les causes. Alors, de nouveau, il ne va pas vous dire c'est ça ou c'est ça, mais il va pousser l'expert dans la réflexion à se dire tiens, je peux analyser ceci, je peux analyser cela. Et moi, dans mes constats techniques, il y a des pistes où je me dis je suis absolument pas d'accord, mais je vais parfois dire, ça peut être dans ces 5 cas de figure, celui-là est cité, mais je l'exclus à cause de ça, celui-là est cité. Et donc ça permet de construire mon cheminement technique quand je dois motiver par un avis les différentes choses. Ce qui est également utilisé, c'est de donner un avis, par exemple en judiciaire, sur mes conclusions. Donc, à un moment donné, j'ai fait des constats, j'ai du texte descriptif, etc. J'ai des photos, j'ai mis mon rapport provisoire, j'ai eu des observations des parties, des conseils, des avocats qui disent ceci ou cela. Et donc, je peux mettre et je le fais souvent après coup, donc je mets tous ces éléments ainsi que mon rapport définitif avant que je l'envoie dans l'IA pour avoir une lecture critique de ce qui a été fait. Est-ce que je réponds correctement aux questions? Et elle va me dire, voici, tu as bien, machin, etc. Les contestations, les volets en facture démontrent appréciation nuancée de la vétusté. Elle va dire, attention, euh, 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 tu réduis ce poste de un cadre pour tenir compte des défauts d'entretien. Là encore, expliquer voilà, elle pointe, tiens, pourquoi tu as pris 25%? Est-ce que tu l'as justifié, pas justifié, etc.
Donc, c'est également intéressant pour avoir un avis, parce que vous êtes souvent seul par rapport à une feuille blanche, seul face à vous-même, et vous ne pouvez pas toujours débattre. Et là, c'est quand même un allié de pouvoir aussi confronter nos conclusions, nos réactions, nos interprétations avec une IA qui nous donne une lecture qui est parfois un peu différente. Si l'IA te tutoie, tu n'as pas peur d'être dégoûté pour... Ok, alors je vais un peu accélérer. Ici, il y a encore une chose, l'IA qui est utilisée par les clients, qui reçoivent vos courriers et qui, eux, mettent vos conclusions en disant, je ne suis pas d'accord, prépare-moi une contestation. Et on voit clairement, et ça vous devez apprendre à le reconnaître, les éléments en gras et la forme de rédactionnel est très souvent liée à des réponses automatiques de l'IA. Les numéros des articles. Alors, justement, j'y viens. Ici, il nous dit, en vertu de l'article 1730, etc., eh ben, de nouveau, c'est maintenant le décret ou l'ordonnance qui gère tout ça. Et on a une réponse aussi automatique de l'IA. Nous avons, donc, reprend des formulations stéréotypées très caractéristiques des réponses générées par l'intelligence artificielle. Vos références sont désuètes. Les généralités sur l'usure normale sans confrontation au constat précis et contextuel fait sur place, absence d'éléments techniques factuels. Et donc, on dit, ce type d'outil est souvent biaisé, incomplet, voire juridiquement erroné. Oui, voilà. Donc, on peut rentrer dans ce jeu-là, quoi, hein. Alors, je vais passer l'IA comme aide. Alors, un élément qui devient ici crucial. On l'a fait de manière très simple, une photo trafiquée avec intact, un éclat. Bon, on pourrait mieux le faire, hein, on l'a fait vraiment en 3 secondes, en 3 secondes 50. Hein. Ça passe dans l'autre. Oui. Alors, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que les photos, on ne peut plus avoir de garantie sur la réalité de la preuve visuelle de la photo qu'on nous transmet. Et je pense que, et ça c'est un des points très positifs pour l'expert, c'est qu'on devient le garant de la réalité visuelle des éléments. On devient parce que nous allons prendre les photos et il faudra de plus en plus être prudent par rapport à ce qu'on va nous présenter. Je donne un exemple ici d'un article qui est paru dans un article anglais, mais qui a été reporté dans Le Soir, etc., où dans un logement Airbnb, le propriétaire avait trafiqué les photos, comme je vous le montrais au-dessus, en créant des dommages pour réclamer des dégâts locatifs à l'occupant locataire. Et donc, ça a été démontré, etc. Mais donc, ça démontre une fois encore que votre position d'expert neutre qui intervient va donner de la garantie sur les éléments factuels et les éléments visuels qui ont été constatés. Et donc, toutes ces histoires de on prend des photos, etc., entre eux, ça va devenir un élément qui ne sera plus recevable, je pense, à long terme, car on ne pourra plus du tout s'y fier. Donc, prudence aux sources. Après, vous pouvez utiliser l'IA pour améliorer vos déplacements, les réponses de clients, on en a parlé, l'optimalisation des agendas. On peut également utiliser l'IA, et on a commencé à le faire, nous, sur par exemple certains immeubles, où on analyse un immeuble neuf. On fait les sorties en 2020, donc neuf de 2022, on fait les sorties en 2023, en 2024, en 2025, et on a par exemple 150 sorties locatives dans ce bloc-là, et on demande quel est le pourcentage de PV à zéro. Et on voit par exemple que plus l'immeuble vieillit, de moins en moins on a de PV à zéro. Ce qui permet d'interpréter, de dire, tiens, plus c'est neuf, plus les locataires font attention, et plus ça devient ancien, plus on chiffre souvent des dégâts. C'est curieux parce qu'on aurait pu se dire, tiens, avec l'amortissement, l'usure, mais c'est l'inverse. Alors on peut également on peut dire, tiens, si vous avez un bureau avec 5 experts, vous pourriez dire quel est l'expert qui a le plus de pourcentage de PV à zéro, quel est l'expert qui a le plus de moyenne, de valeur médiane dans ces PV. Donc on peut faire des analyses pour affiner l'efficacité, je vais dire, de certains experts.
Euh, on peut, alors dans le futur, je pense que, comme je l'ai dit, l'idée, c'est peut-être d'avoir une IA qui nous prépare, qui nous prémâche un petit peu les états des lieux en nous disant, voilà, des documents que vous avez, de la durée d'occupation, on a une usure prévisible de 6 ans d'usage, taux d'humidité, ça on s'en moque un peu, je ne sais pas pourquoi ça vient là, mais chaudière entretenue, coût prévisible, par exemple, de l'entretien de la chaudière, vous avez déjà une première indication, elle aura lu que c'est une chaudière Bulex Vaillant ou ce que vous voulez, elle saura déjà vous dire que le coût de l'entretien c'est un tel, elle pourra vous parler du degré d'amortissement et de dire, attention, ce type de matériau d'entretien a fréquemment des dommages. Est-ce que ton collègue va encore parler? Oui, ok. Je vais très vite. Déjà des applications qui existent sur comparatifs, qui sont plutôt à l'étranger pour comparer sur base de photos l'état à l'entrée, la sortie, etc. Aucun contrôle fiable et argumenté de la qualité des constats, pas de référence technique, pas de référence tarifaire. Elles ignorent fatalement les normes belges, les exigences régionales, le cadre légal, etc. Donc, même si ça existe, on ne sait rien en faire aujourd'hui. Attention à la charte de l'expertise. Obligation, si vous utilisez l'IA, d'informer le client que vous utilisez l'IA. Donc, de nouveau, dans vos conditions générales, ne négligez pas ces éléments-là. Surtout si vous commencez à mettre en place des chatbots et des réponses automatisées. Il y a des obligations. L'IA ne se cache pas, elle se déclare. L'expert est aussi un responsable de la transparence numérique. C'est ce que je voulais vous dire sur l'IA. Donc, détection, interprétation, suggestion, détection des incohérences, prendre de la distance dans certains cas, reformuler de façon neutre, de l'assistance technique. Ce n'est pas un concurrent, mais c'est pour une levée en gamme. Elle ne vous remplace pas, elle amplifie vos interventions. Nécessité de la charte. Et la commission, état des lieux, c'est évidemment de faire de la veille technologique aussi, d'en discuter avec nos membres et de voir comment ça évolue. Et pour ça, nous devons rester maîtres du cadre juridique, du cadre technique, de nos attitudes, des références, des cas vécus, etc. C'est ce que je disais en entrée de jeu. La boucle est bouclée. On fait de la veille et toutes nos connaissances servent à surveiller tout ça. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire sur l'IA. En étant malgré tout rapide, je vais passer la main à Jérôme qui va vous parler des prix unitaires. Bonjour à tous, mais je vais être assez bref. Je voulais juste compléter ce que Mickaël a dit pour la partie état des lieux. Donc, il y a un an, on vous a parlé d'une problématique qui est un peu l'ubérisation du métier avec de nouveaux acteurs qui interviennent avec des tablettes qui décrivent très peu et qui prennent beaucoup de photos. On se rend compte que le retour des clients est quand même pas très bon et que, in fine, ils reviennent quand même souvent à des experts traditionnels. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un état des lieux, c'est important effectivement pour la relation bailleur-locataire en sortie, en entrée. Ça devient également un élément de preuve dans le cadre de litiges, que ce soit des constats qui sont faits par la DRIL ou par les communes. Et donc, on voulait vraiment insister sur cet élément-là. Alors, on a d'une part essayé de promouvoir le métier de géomètre expert dans cette partie expertise et dans d'autres disciplines, que ce soit le mesurage, le bornage et autres. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu aboutir. On avait fait des réunions avec Alain sur éventuellement des campagnes de publicité en termes de marketing digital ou autre. Je pense qu'il faudra y réfléchir. Le géomètre, il est de plus en plus oublié et invisibilisé par d'autres professions. Et donc, il faut vraiment se battre pour nous faire reconnaître dans nos prérogatives. C'est d'ailleurs pour ça qu'en contactant certains confrères, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'élèves qui étaient inscrits dans les écoles. Pour moi, en tout cas, une profession sans étudiants, c'est une profession qui se meurt. Donc, c'est un peu le but de la brochure qui a circulé, qu'on a distribuée. Et donc, on vous invite vraiment à essayer de donner de la visibilité à la profession autant que faire se peut, que ce soit en distribuant ces brochures ou en essayant de recruter des étudiants pour les différentes filières. Ce que je voulais également évoquer la partie prix unitaire. Bon, ça, évidemment, ce que moi je fais par rapport à ça avec Mickaël et d'autres, c'est essayer de collecter un maximum de prix, de mettre à jour ce tableau. Je ne vais pas le reparcourir parce que vous l'avez déjà vu l'année passée. Il sera republié ici en janvier avec le nouvel indice ABEX.
Mais bon, je pense que de manière générale, avec ce qu'on a pu voir maintenant et les prix qui sont plus facilement disponibles qu'avant, il faudra réfléchir à quelle forme on va donner à ce tableau dans le futur. Je pense que d'avoir un tableau très détaillé, très spécifique, ça n'a pas vraiment de sens, mais plutôt d'avoir des généralités sur des coûts de main-d'œuvre ou des interventions, ça c'est vraiment super important. Et donc, on continuera en tout cas en 2026 à fournir un tableau qui permet d'avoir une base de travail qu'il faudra étoffer avec le reste. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. On a besoin encore de membres, donc merci. N'hésitez pas à nous rejoindre. Souvent, c'est quasi toujours maintenant en visioconférence. C'est le deuxième mardi du mois. On a besoin d'énergie, on a besoin de membres pour nous épauler. 12 à 14. Merci. Pensionné, second. Toi, tu proposes. Euh,